Nous allons donc commencer notre réunion thématique sur la fiscalité des revenus locatifs et plus largement la fiscalité immobilière. Avant de commencer, je voulais vous annoncer qu'au mois de juin, on ne connaît pas encore tout à fait la date, mais ce sera dans la deuxième moitié du mois de juin, il y aura une réunion thématique sur la gestion immobilière, réunion thématique qui fera écho à celle qu'on avait fait au mois de mars, qui concernera cette fois-ci la fin du bail, qu'elle soit ou non contentieuse. On parlera congé, on parlera de contentieux locatif au sens large. Cette réunion thématique sera animée par Maître Julien Verbillier, qui est avocat, et par moi-même. J'espère que vous viendrez nombreux. Autre point, le 26 septembre prochain, nous avons l'Assemblée générale de l'association qui aura lieu à la mairie de Tours, à l'endroit habituel, et nous recevrons comme invité Madame Agnès Verdier-Molinier, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'était un souhait de notre ancien président Dominique Grognard de la recevoir depuis un certain nombre d'années. Il s'avère qu'avec la crise sanitaire et certains problèmes, on n'a pas pu, et donc cette année, elle sera disponible pour venir. Elle dirige un groupe de réflexion. C'est quelqu'un qui est très médiatique, qui travaille peut-être toujours qui est chroniqueuse, pardon, dans l'émission C'est dans l'air. Voilà. Ce soir, nous recevons donc Madame Claire Cédin, qui est expert comptable du cabinet Fitéco et qui est administratrice de l'UNPI, ainsi que Monsieur Nicolas Bureau, conseiller privé à la banque privée Crédit Agricole, place Jean Jaurès, ainsi que Monsieur Mathieu Fouquet, d'ailleurs, qui nous fait le plaisir d'être présent et qui est directeur du Centre Patrimoine Crédit Agricole Touraine-Poitou. Je passe donc la parole d'ores et déjà à Madame Cédin. Deux choses, s'il vous plaît. Les questions, si vous en avez, seront posées à la fin. Et si vous pouvez nous rendre ce petit service en partant de remettre votre chaise sur l'état qui sont pour vous. Ce serait très gentil de votre part. Bien, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est moi qui vais commencer cette réunion en vous parlant des revenus fonciers et des revenus fonciers d'une manière générale pour vous aider à remplir votre déclaration 2044. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, donc on ira quand même assez vite. Et puis à la fin, je ne l'ai pas mis sur ma présentation, mais je vous ferai une petite parenthèse sur le meublé, rapidement, pour vous expliquer, vous redire la différence avec le foncier. Alors, du coup, avant de parler des recettes, un petit détail sur le régime microfoncier. Donc, ce dont je vais vous parler là, ça concerne les revenus fonciers quand on déclare au réel, donc quand on fait la fameuse déclaration 2044. Vous avez également le choix de déclarer vos revenus fonciers sous le régime micro. Le régime micro s'applique quand vos recettes sont inférieures à 15 000 euros. Donc, si vous avez des montants de loyer qui sont supérieurs à 15 000 euros, vous ne pouvez pas appliquer le micro-foncier. Vous ne pouvez pas appliquer non plus le micro-foncier si vous avez uniquement des biens dans des SCI. Si vous avez des biens dans une SCI, vous pouvez appliquer le micro-foncier si vous avez des biens dans une SCI et si vous avez des biens en propre, toujours en respectant la limite des 15 000 euros. Le microfoncier, c'est assez simple. Ça consiste à déclarer le montant de vos recettes sur la déclaration 2042, dans la case appropriée. L'administration applique un abattement de 30%. Donc, si on simplifie, si vous avez 1 000 euros de recettes, vous êtes imposé sur 700 euros. Voilà. Donc, c'est un système qui peut être plus simple pour vous si vous avez peu de loyer et si vous avez peu de dépenses, évidemment. Ça veut dire qu'il faut que vos dépenses ne dépassent pas 30%, sinon c'est moins intéressant. Et dernière chose, ça ne s'applique pas non plus quand vous avez des biens fonciers avec des régimes spéciaux, type Malraux, Besson, Grosbien, enfin toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas appliquer le micro-foncier. Voilà pour le micro. Quand vous partez sur le micro-foncier, vous êtes engagé pour 3 ans également. D'accord? C'est le fait de déclarer qui fait opter pour le régime du micro-foncier et vous êtes engagé pour 3 ans, donc vous ne pouvez pas déclarer au réel pendant 3 ans. Voilà, donc j'enchaîne sur le régime réel. Donc la première chose, c'est les recettes.
Donc, les recettes qui sont à retenir sur votre déclaration, ce sont celles que vous avez encaissées donc, au cours de l'année 2022, puisqu'on parle de l'année 2022. Mais donc, il faut bien voir qu'en revenu foncier, on raisonne en encaissement, décaissement. Donc, ce sont les loyers que vous avez encaissés sur l'année 2022, peu importe la période à laquelle elle se rapporte. Donc, si vous avez reçu au mois de janvier 2022 un loyer qui concernait le mois de décembre, c'est en 2022 qu'il faut le déclarer. À l'inverse, si vous n'avez pas touché en décembre 2022 le loyer du mois de décembre, vous le déclarez l'année où vous allez l'encaisser, probablement en 2023. Évidemment, il faut pouvoir justifier que vous n'avez pas encaissé ces loyers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le chèque le 1er décembre et l'encaisser le 3 janvier 2023 pour ne pas le déclarer. Il faut être en capacité de démontrer que votre locataire avait des difficultés, enfin, qu'il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il n'a pas versé son loyer. Les recettes à prendre en compte, donc ce sont les loyers et les fermages. Donc, vous avez des terres. Tout ce qui est revenu accessoire, si vous avez des droits d'affichage, des droits de chasse, des droits de pêche, tout ce qui est dépenses qui incombent aux bailleurs mais qui sont mises à la charge des locataires, certaines recettes exceptionnelles, comme par exemple les pas de porte. Si vous encaissez une recette relative à un pas de porte, il faudra le déclarer. Et puis, éventuellement, alors c'est des cas assez rares, moi personnellement, j'en ai jamais vu, mais s'il y a des avantages en nature qui sont stipulés au bail, il faudra également en tenir. Voilà pour ce qui est des recettes à déclarer. Concernant les charges, même principe que pour les recettes, donc ce sont les charges payées sur l'année 2022, c'est la date de paiement qui compte. Je pense que vous le savez tous quand vous remplissez le détail de vos travaux, notamment, l'administration vous demande de mettre la date de paiement, puisqu'elle doit s'assurer que c'est bien sur l'année concernée. On ne peut pas déduire toutes les charges, elles sont énumérées par l'administration. Enfin, les catégories de charges qu'on peut déduire sont énumérées par l'administration. Et vous avez donc sur le PowerPoint derrière moi les différentes catégories que l'on peut déduire. Alors, je ne vais peut-être pas vous les redire dans l'ordre. La première catégorie que vous pouvez déduire, c'est les frais de gestion. Les frais de gestion, ça inclut les frais de gestion de l'agence, par exemple, qui gère votre bien. Ça peut inclure les honoraires de l'expert comptable qui fait votre déclaration de revenus fonciers ou votre déclaration de SCI si c'est une SCI. Voilà ce qui est inclus dans les frais de gestion, par exemple. Et puis, vous avez en plus de ça un forfait qui s'applique, qui est égal à 20 euros par bien loué. Et ce forfait de 20 euros, il inclut tout le reste, c'est-à-dire l'affranchissement, le papier, les annonces que vous pouvez publier, tout ça, c'est compris dans les 20 euros. D'accord? Donc, c'est relativement restreint. Ensuite, vous pouvez déduire vos primes d'assurance, évidemment. Donc, dans les primes d'assurance, on parle assurance loyer impayé, on parle de l'assurance PNO, propriétaire non occupant. Voilà, essentiellement. Et on ne parle pas dans cette case-là de l'assurance sur l'emprunt. L'assurance sur l'emprunt, on y reviendra après, mais on le met au niveau des intérêts des emprunts. C'est globalisé comme un ensemble de charges liées à vos emprunts. Donc, les primes d'assurance, c'est vraiment loyer impayé et PNO, essentiellement. Alors, certaines impositions, notamment la taxe foncière, sauf, alors, s'il est prévu dans le bail qu'elle est refacturée à votre locataire, ce qui arrive notamment pour les bons commerciaux, dans ce cas-là, évidemment, il faudra déclarer en recette le remboursement de la taxe foncière. Et puis, il ne faut pas oublier, dans le cas des locaux d'habitation, de retraiter la taxe d'ordure ménagère, puisque normalement, la taxe d'ordure ménagère est récupérable sur les locataires. On ne la déduit pas. On déduit également les indemnités d'éviction et les frais de relogement. On déduit les dépenses qui sont acquittées pour le compte des locataires et qui restent définitivement à la charge des propriétaires, notamment dans le cadre des départs. On déduit les dépenses d'entretien et d'amélioration. Je reviendrai dessus sur la page suivante, plus en détail. Donc, je ne rentre pas dans le détail ici, je reviendrai dessus après. Et puis, on déduit les provisions pour charges de copropriété. Donc, on en parle tous les ans. Je redis le principe. L'année N, on déduit les 4
appels de fonds dans leur totalité, donc les appels de fonds trimestriels que vous recevez du syndic. L'année suivante, sur la ligne de régularisation, on met le montant qui correspond aux charges imputables au locataire, moins ce que vous avez déduit l'année précédente. Ça donne un montant négatif. La case ne vous permet pas de mettre un moins, on met toujours un montant en positif, sans moins, et c'est le calcul en bas qui déduit en fait ce montant. C'est-à-dire que cette ligne-là, elle n'est pas additionnée, elle est soustraite des lignes précédentes. Et puis enfin, on déduit les intérêts des emprunts quand vous avez des emprunts qui sont affectés à l'acquisition d'un bien. Et donc, dans cette ligne d'intérêt d'emprunt, on déduit les intérêts, donc les charges financières liées à votre emprunt, et puis l'assurance quand il y en a une. Et vous pouvez également déduire l'année si vous renégociez votre emprunt. Ça m'étonnerait que dans les mois qui viennent et dans les mois qui viennent de se passer, vous ayez renégocié votre emprunt. C'est plutôt quelque chose qu'on a fait dans les années précédentes. Là, on n'est pas trop dans une phase où on va renégocier son emprunt, vu l'augmentation des taux. Toujours est-il que si vous êtes amené à renégocier votre emprunt et que du coup vous avez des frais liés à cette renégociation et que cette renégociation a été faite dans l'intérêt, un intérêt positif pour vous, vous pourrez réduire ces frais. C'est important de le savoir parce que parfois ça peut représenter des petites sommes, notamment sur les indemnités de remboursement anticipé. Je reviens sur les travaux pour vous rappeler ce que vous pouvez déduire ou pas. Alors, il y a une distinction selon la nature des travaux et selon la nature des locaux. Quand vous êtes dans un local à usage d'habitation, vous pouvez déduire tout ce qui est frais d'entretien et de réparation, les frais d'amélioration, enfin les travaux d'amélioration, dans leur totalité. Donc, entretien, réparation, amélioration, on peut déduire tout ça quand on est dans des locaux à usage d'habitation. Quand on est dans les locaux à usage professionnel, attention, on est restreint sur tout ce qui est travaux d'amélioration. Tout ce qui est entretien et réparation, j'y reviendrai après, un petit peu plus tard, parce qu'il y a de la jurisprudence sur le sujet. Il n'y a pas de souci, on déduit. C'est-à-dire ce qui vous permet de remettre le bien dans son état, je trouve le mot, enfin, dans son état premier. Sur les travaux d'amélioration, dans un local à usage professionnel, on ne peut déduire que ce qui concerne la lutte contre l'amiante et tout ce qui concerne l'accessibilité PMR, personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées. Le reste, on ne peut pas déduire. Dans les deux cas, que ce soit habitation ou usage professionnel, on ne déduit jamais tout ce qui est considéré comme de la construction, de la reconstruction et de l'agrandissement. D'accord? C'est un sujet pareil qu'on reprend tous les ans. Mais si vous touchez aux grosses œuvres, si vous touchez à la disposition des pièces, par exemple, vous aviez deux chambres, un salon, une cuisine, vous cassez tout pour refaire une chambre, un grand séjour, on ne peut pas déduire. D'accord? Donc, il faut être très vigilant dès qu'on commence à toucher au bâti et à la disposition des pièces. Il y a beaucoup de jurisprudence sur le sujet. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne peux pas tout vous dire, mais en tout cas, dès que vous touchez au bâti, dès que vous touchez aux gros œuvres, il faut forcément se poser des questions et se demander si c'est déductible ou pas. Donc, ne pas le faire sans aller demander l'avis d'un spécialiste et d'un professionnel. Pareil pour un agrandissement. Si vous avez une maison avec un garage, par exemple, et que vous transformez le garage en salon ou en chambre, vous ne pourrez pas déduire les travaux que vous faites pour transformer ce garage. Je vous donne des exemples comme ça. Je crois que l'année dernière, j'avais donné un cas de jurisprudence sur un abri de jardin qui avait été transformé, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Bon, bah, c'est pareil, c'est considéré comme de l'agrandissement. Donc, toujours être très vigilant sur quand on a des travaux importants, être très vigilant sur la nature des travaux qu'on a fait et sur ce qui est déductible ou pas. Alors, je vais vous faire cette année un petit focus sur les règles d'imputation des déficits fonciers. Parce que je vais revenir dessus après, puisqu'il y a des nouveautés pour 2023. Donc, les déficits fonciers, c'est-à-dire quand vos dépenses sont supérieures à vos recettes,
Ces déficits qui sont générés par autre chose que les intérêts d'emprunt, donc par les autres charges, les charges qui ne sont pas des intérêts d'emprunt, ces déficits s'imputent sur votre revenu global, donc sur vos autres revenus, dans la limite de 10 700 euros par an. Ce qui dépasse 10 700 euros, ça devient du déficit foncier que vous pourrez imputer dans le futur sur des futurs bénéfices fonciers. Ils sont perdus au bout de 10 ans. Donc, vous avez 10 ans pour les imputer. Si pendant ces 10 ans, vous n'avez pas généré de revenus fonciers ou enfin de bénéfices fonciers, ou alors vous n'en avez pas généré assez pour imputer tout ce que vous aviez à imputer, ça sera perdu. Cette limite de 10 700 euros, elle est globale, donc elle concerne tous les immeubles, tous les parcs que vous pouvez avoir dans les SCI, c'est une limite globale qui s'applique à tout le foyer fiscal. Et donc, ce que je viens de dire, donc la fraction du déficit qui est supérieure à cette limite, elle est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Par ailleurs, il est possible que vous ayez un déficit foncier, par exemple, de 10 700 euros, mais qu'en face, vous n'ayez pas un revenu global assez important pour absorber ces 10 700 euros, pour une raison ou pour une autre. Dans ce cas-là, ce qui n'a pas pu être imputé sur votre revenu global de l'année N, vous pouvez l'imputer pendant 6 ans sur les revenus à venir. Et vous êtes obligé de l'imputer en priorité, en fait. Dès lors que vous avez dégagé un déficit une année, vous êtes obligé de l'imputer en priorité sur les années suivantes. Donc, vous avez un petit exemple pour vous illustrer ce que je viens de dire. Donc, un propriétaire qui a perçu sur l'année N des loyers pour 1 500 euros, il a un certain nombre de charges pour 2 900 euros et des intérêts d'emprunt pour 2 100 euros. Ça lui fait un déficit foncier de 3 500 euros. Le revenu donc, est toujours réputé compensé en premier par les intérêts d'emprunt. Donc, le déficit qui provient des intérêts d'emprunt, si on fait 1 500 moins 2 100 euros, on a un déficit foncier de 600 euros. Et puis après, on a 2 900 euros qui correspond aux autres charges, aux autres dépenses. Donc, il n'y a que ces 2 900 euros que vous pouvez imputer sur votre revenu global. Les 600 euros, ils seront reportés, comme on le disait tout à l'heure, pendant 10 ans sur les futurs bénéfices fonciers. Un point important, c'est que cette imputation de votre déficit foncier sur votre revenu global, il n'est définitivement acquis que si le contribuable maintient l'affectation de l'immeuble à la location nue, il manque un mot, jusqu'au 31 décembre de la 3e année, suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été pratiquée. J'insiste sur le nu, parce que si vous passez un bien en meublé, en fait, l'affectation de l'immeuble, elle est maintenue si vous ne vendez pas le bien et si vous ne changez pas la nature de la location. Donc, si vous passez un bien qui était loué nu en location meublée, vous aurez ce souci de l'imputation sur le revenu global. Donc, si vous ne respectez pas cette condition, c'est-à-dire que si vous avez imputé un déficit foncier sur votre revenu global l'année N et que l'année suivante, vous vendez le bien, l'administration va revenir sur l'imputation que vous avez faite l'année précédente. Et donc, il vous replace en fait dans la situation qui aurait été la vôtre si vous n'aviez pas imputé le revenu global. Et en fait, ce qui le retraite, ça va devenir du déficit foncier, comme je le disais avant, que vous pourrez imputer sur d'éventuels revenus fonciers les 10 années qui suivent. En fait, il requalifie la nature du déficit que vous avez imputé. Alors, une nouveauté pour l'année 2023. On est un peu en avance, mais c'est bien d'en parler. Donc, je pense que vous savez tous qu'il y a un plan de rénovation énergétique qui est en cours, qui va jouer sur les DPE que vous faites sur vos biens, puisque tous les biens qui sont classés E, F, G vont progressivement être soit interdits à la vente, soit interdits à la location. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes qui vont porter sur ces logements. Et donc, pour encourager les propriétaires à faire les travaux nécessaires pour passer ces biens qui sont en E, F, G dans les classes A, B, C ou D, cette fameuse limite de 10 700 euros pour imputer son déficit foncier sur le revenu global va être portée temporairement à 21 400 euros. En fait, il est doublé.
jusqu'au 31 décembre 2025. Cela suppose que vous fassiez eh bien, les travaux de rénovation nécessaires pour obtenir le nouveau classement de performance énergétique et que ces travaux soient faits avant le 31 décembre 2025. Donc, c'est un dispositif qui est applicable pour les travaux qui portent sur des devis qui sont acceptés à compter du 5 novembre 2022 et qui seront payés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. J'ai amené un petit peu de documentation qui est tombée très récemment parce que ça date, alors c'est un décret du 21 avril 2023, donc c'est tout chaud, tout récent. Donc, qui indique que les dépenses qui pourront rentrer donc dans ce plafond doublé, ce sont en fait les dépenses, donc ce sont les dépenses afférentes aux travaux d'amélioration de la performance énergétique globale des logements susceptibles d'être financés par l'éco-PTZ. En fait, c'est le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique. La prime de transition énergétique, c'est ma prime Rénov'. Et donc, il est indiqué, sont cependant exclus les travaux de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectifs et les travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Donc, l'idée, c'est que toutes les dépenses qui entrent dans le prêt à taux zéro et la prime rénov' sont normalement, rentreront dans ce dispositif des 21 400 €. Et puis, évidemment, les déclarations seront adaptées pour que vous puissiez mettre ces dépenses dans une case spécifique, puisque ça va amener à faire un double calcul entre les dépenses classiques et les dépenses de rénovation énergétique. Et puis, si une chose importante, c'est que du coup, si je ne dis pas de bêtises, il faudra faire un DPE avant après. Vous pouvez, par exemple, on est passé de la classe F à la classe B. Et qu'il faudra garder ces DPE bien précieusement, puisque évidemment l'administration sera en droit de venir vous les demander pour contrôler que les travaux ont bien eu l'objectif visé. Voilà. Dernier point, et je laisse la parole au Crédit Agricole. Un petit peu d'actualité jurisprudentielle qui porte justement sur ce que je disais tout à l'heure, sur la déductibilité des travaux dans les locaux professionnels et commerciaux. Donc, je disais que les seules dépenses qu'on pouvait déduire d'amélioration sont celles relatives à l'amiante et à l'accueil des handicapés. À défaut de lien avec la protection contre l'amiante ou l'accueil des handicapés, seuls sont déductibles dans ces locaux les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation. Et ces derniers s'entendent des travaux qui sont là pour maintenir ou remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Et donc, la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel administrative de Versailles, est venue rappeler que donc ne revêtait pas cette notion de travaux d'entretien et de réparation, des travaux qui comportaient un réaménagement intérieur avec une redistribution de certains espaces et les travaux de réhabilitation qui en sont indissociables. Donc, les travaux d'électricité, la réfection du tableau électrique général, la création des alimentations nécessaires aux nouveaux espaces. Ils ont considéré que ce n'était pas déductible des revenus fonciers, donc il faut être vigilant encore une fois, sur la nature des travaux qu'on réalise dans ce genre de locaux. Dernière chose, j'ai oublié d'en parler, le meublé. On m'avait demandé de faire une petite parenthèse sur le meublé, donc je le fais très rapidement parce que le meublé, je pourrais vous en parler pendant des heures. Quand vous louez des biens en meublé, vous ne rentrez pas du tout dans ce système de revenus fonciers. Vous dépendez de ce qu'on appelle les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit le déclarer en micro-BIC, et dans ce cas-là, vous avez un abattement de 50% ou de 71%, pardon, si c'est un meublé de tourisme. Attention, parce que les 71% sont sur la sellette. On en parle de plus en plus. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on en parle beaucoup. Donc, soit vous êtes au micro avec un abattement, soit vous optez au régime réel, comme pour les revenus fonciers. Mais dans ce cas-là, vous devez faire une IAS fiscale, comme un commerçant, en fait. Vous êtes considéré comme un commerçant. Vous devez vous inscrire auprès de l'administration, obtenir un numéro SIRET, dans le cadre du micro aussi, d'ailleurs.
Vous devez réaliser une liasse fiscale et dans ce cadre-là, on n'est plus dans les encaissements-décaissements, on est dans ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. Donc, si les loyers sont dus, on les déclare même s'ils ne sont pas payés. On peut déduire toutes les charges qui sont relatives à l'activité de location meublée. Et surtout, on peut amortir la valeur du bien qu'on loue meublé, ce qui crée une charge qu'on n'a pas en revenu foncier, sauf dans certains régimes, et qui peut effectivement fiscalement être intéressante. Voilà. Après, il y a des notions de statut professionnel, non professionnel. Je ne rentrerai pas dans tout ce détail-là. Mais sachez que quand vous louez des biens meublés, vous n'avez pas les mêmes règles que ce qu'on vient de présenter sur les revenus fonciers. Voilà, je passe la parole. Oui. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Bureau, je suis conseiller privé au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou au sein de la banque privée. L'objectif pour nous ce soir, ça va être de vous présenter quelques dispositifs d'investissement immobilier avec des impacts fiscaux pour avoir un impact direct sur votre fiscalité en tant qu'investisseur. Et à la fin, il y aura la petite cerise sur le gâteau qui sera en fin de présentation. Donc, le premier dispositif, vous devez le connaître, c'est le dispositif Pinel. Ça fait un petit moment déjà qu'on en entend parler sur le paysage immobilier. Dispositif Pinel qui connaît quelques modifications actuellement, avec notamment changement des barèmes sur 2023, contrairement à ce qu'on a connu sur 2022. Et vous pouvez le voir déjà sur le tableau qui est à l'écran, c'est qu'en 2024, on aura encore un changement des barèmes. Le principe du dispositif Pinel, c'est de vous permettre de faire un investissement immobilier, donc dans du neuf, des logements collectifs neufs, et d'avoir droit à une réduction d'impôt qui vient s'appliquer sur directement sur votre foyer. Pour cela, il y a plusieurs critères à respecter qui sont des critères liés au bien en lui-même. Comme je disais déjà, il faut que ce soit du neuf, il faut que ce soit du logement collectif. Il y a des critères d'emplacement. Il y a des critères également liés plutôt à la typologie de l'investissement. Donc, il y a un engagement de votre part à le mettre en location pendant une certaine durée. Et il y a aussi des critères à respecter en termes de loyer et en termes de locataire. On va revenir un peu en détail sur tous les critères qui permettent de faire d'être éligible au Pinel. Pour les critères, je parlais d'un critère d'emplacement des différentes zones. Alors, on va y revenir un petit peu après sur les zones. Et toutes les villes de France ne sont pas éligibles au dispositif Pinel. Ça a été le cas il y a quelques années où on pouvait retrouver des logements qui étaient construits dans des zones qui n'avaient pas forcément de besoins locatifs. Donc on pouvait se retrouver avec des investissements qui étaient à terme peu pertinents. Là, ça a été assez recentré pour finalement venir vraiment jouer sur les zones où il y a un vrai besoin locatif. On a un aspect également très important aujourd'hui qui est les réglementations énergétiques. Les réglementations énergétiques, on était en RT 2012, on est passé depuis peu en RE 2020. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un gros impact sur les DPE des biens qui vont être mis en location. Et c'est des choses qui sont de plus en plus regardées par les locataires qui cherchent des biens, non seulement par les propriétaires, mais également par les locataires. On a différents ensuite critères qui sont des critères de loyer. En termes de critères de loyer, on a un plafonnement des loyers qui s'applique, qui peut être plus ou moins contraignant en fonction de la zone dans laquelle on va investir. C'est pareil, on va y revenir sur la partie d'après. Et on va avoir aussi des critères de ressources de locataires. Quand je dis des critères de ressources de locataires, c'est qu'il faut que le locataire ne dépasse pas un certain niveau de revenu pour pouvoir être éligible à un investissement Pinel et pouvoir prétendre à occuper votre bien. En réalité, alors c'est pas du logement social, donc c'est un plafond de loyer, mais le plafond est assez haut pour que finalement la plus grande majorité puisse y prétendre. Par exemple, pour une personne seule, il faut environ, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est 37 ou 38 000 euros de revenus à l'année, fait 2 500 à 2 800 euros par mois de revenus pour pouvoir être locataire d'un logement Pinel. Donc on n'est pas sur du social. Ensuite, vous avez, alors, de votre part, un engagement de mise en location. Donc là, vous avez le choix. Donc, première étape, c'est de le louer pendant minimum 6 ans. On le voit sur le barème, minimum 6 ans, donc vous avez 1,75 par an de réduction d'impôt. Vous avez le choix de proroger sur la 7e, 8e et 9e année, et on va avoir un avantage de 1,5% de l'investissement en réduction d'impôt.
Et vous avez encore le droit de proroger sur 3 années supplémentaires pour aller jusqu'à 12 ans. Ça veut dire qu'on est sur investissement moyen long terme, où vous n'êtes pas engagé forcément dans la durée. Vous pouvez vous dire, je commence sur 6 ans, et en fonction de mes étapes de vie, de ma constitution de patrimoine et de la réorganisation du patrimoine que je souhaite avoir, je peux finalement changer l'orientation de mon bien au bout de la 6e année et décider de, par exemple, le revendre, changer le mode de location et ne plus forcément le laisser en Pinel. Ça, vous avez le choix. Par contre, quand vous avez fait le choix de proroger sur 3 ans, il faut respecter les 3 ans supplémentaires. Je vais revenir du coup sur les zones. Donc il y a 3 zones différentes. La zone Abyss, qui est globalement la région parisienne, avec la première couronne d'Île-de-France. La zone A, avec, encore une fois, la deuxième couronne en région parisienne, la Côte d'Azur, le Genevois français. Après, vous avez des grandes agglomérations comme Lyon, Marseille et Lille. Et vous avez la zone B1, qui sont des agglomérations de plus de 250 000 habitants, où on va avoir des villes qu'on connaît un peu plus, comme Tours, comme Poitiers, La Rochelle, Nantes, Bordeaux. Alors, il y a eu des villes qui sont rentrées. Angers a été éligible pour un moment, c'est ressorti. Le Mans a été éligible pour un moment, c'est ressorti aussi. Voilà, ça montre vraiment qu'il y a, on va dire, une étude pour que finalement que les zones qui soient sélectionnées soient des zones où il y a une vraie tension locative et là où il y a un vrai besoin de construction. Si on se concentre un petit peu plus sur notre territoire, là vous voyez, Tours est éligible et toutes les villes vraiment de l'agglomération tourangelle sont éligibles également. Et on a également Poitiers. On a un peu de la chance, on peut dire, mine de rien, sur notre territoire. Je parlais tout à l'heure des plafonds de loyer. Les plafonds de loyer, alors il y a une pondération qui est faite, il y a un calcul savant entre la surface du bien, la surface potentiellement du balcon, etc. Mais il y a un plafond de loyer à respecter. En tant qu'investisseur, l'important pour vous, ça reste finalement aussi la rentabilité de votre investissement. Si vous investissez dans un logement forcément neuf, on va venir comparer aussi la rentabilité d'un logement neuf à la rentabilité d'un logement ancien. Donc le prix du loyer que vous allez fixer va être important. Sur un montant de loyer qui a le même finalement pour une ville comme Tours ou une ville comme Rennes, vous voyez que ça va être un peu limité. Une ville comme Tours, on a de la chance d'avoir finalement les loyers dans l'ancien qui sont les mêmes que les loyers dans le neuf. Vous investissez dans le neuf, un appartement qui se louait 500 € dans l'ancien, vous allez pouvoir le louer 500 € dans le neuf. Un T2 va avoir le même niveau de loyer. Par contre, sur une ville comme Bordeaux, comme Nantes, comme Rennes, on a déjà un écart qui commence à se creuser. Donc un appartement T2 ancien qui aurait pu se louer 700, 800 €, vous allez peut-être être limité à 600, 700 €. On a déjà une petite décote qui s'applique. Donc ça vient jouer sur votre rentabilité. Donc nous, on n'a pas ce problème en tout cas sur la région Tourangelle et sur Poitiers. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément avec des chiffres, ce que peut représenter un investissement Pinel, donc on a pris l'exemple d'un appartement T3 à Tours qui sonnerait 270 000 €, donc environ 60 mètres carrés. Vous avez des frais de notaire qui sont fixés, donc les frais de notaire qui sont réduits, on est dans du 9, pas sur du 7,5 de frais de notaire, on est plutôt sur du 2, 2,5 de frais de notaire. Vous avez un prêt sur 20 ans qui a été fixé et vous avez les frais de garantie du prêt si vous le faites par un prêt, l'investissement et globalement on a un besoin total de financement qui est autour de 280 000 €. On va avoir une base de défiscalisation qui va être le prix du bien avec les frais de notaire. Donc on va se caler sur 270 000 € plus les frais de notaire. C'est ce qu'on voit à l'écran là sur les différentes projections sur 6 ans et les prorogations sur les années supplémentaires. Donc on a une base de défiscalisation de 267 000 € sur laquelle on va venir appliquer la réduction Pinel à laquelle on a le droit. C'est les premiers exemples qu'on a vus avant, 1,75% par an de l'investissement. Et finalement, on a le droit à une réduction de 4 800 € d'impôt. Ça va jouer à quel niveau? Ça va jouer au moment où vous déclarez vos revenus, donc les salaires, les pensions de retraite, les revenus mobiliers, les revenus fonciers que vous pouvez déjà avoir, ça passe à la moulinette des tranches d'imposition. Et à la fin, vous avez votre niveau d'impôt qui est fixé. Imaginons, il vous reste 6 000 € d'impôt à payer. Le Pinel va venir en déduction de ce montant de 6 000 €. On va faire, de manière bête et méchante, finalement, 6 000 € moins 4 800 et quelques, et il reste le reliquat à payer en impôt. Ça va se reproduire tous les ans.
pendant finalement la durée où vous le déclarez en Pinel. Donc tous les ans, vous allez avoir le même montant à déclarer et le même niveau de défiscalisation qui va s'appliquer. Donc d'un point de vue, alors ça c'était plutôt le point de vue fiscal, après il y a un point de vue budget aussi de l'investissement. Vous investissez dans cet appartement, forcément il y a des loyers qui vont rentrer, et en fait on va faire le comparatif entre ce que ça vous rapporte et ce que ça vous coûte. Les loyers vont rentrer, vous allez avoir la déduction d'impôt qui va être du plus finalement, c'est quelque chose que vous auriez dû payer que vous n'avez pas à payer. Et ça va venir finalement vous aider à compenser les charges que vous avez dans votre investissement. Les charges, après on retrouve toutes les charges classiques, les taxes foncières, les assurances P&O, les frais de gestion si vous décidez de le mettre en gestion dans une agence, les charges de copropriété et les échéances de prêt. Ce qu'on peut voir, c'est que pour environ 21 000 euros de charges, on a 12 500 euros d'entrée. Finalement, dans notre investissement, on a 60% de notre investissement qui va être couvert par et le prix et le loyer versé par le locataire et la réduction d'impôt. Donc, en effort d'épargne, on va diminuer fortement finalement l'impact que ça a sur le budget mensuel de l'investisseur et on se retrouve dans cet exemple-là à 690 euros par mois d'effort d'épargne, donc de trésorerie à payer. D'un point de vue calendrier, sur le Pinel, alors il y a différentes étapes. Le Pinel rentre, vous allez pouvoir déclarer votre Pinel à partir du moment où le bien va être livré par le promoteur. Donc on est dans du neuf. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une signature que vous achetez sur plan, finalement. Alors ça peut être vraiment sur plan si le bien est en lancement de commercialisation, ou ça peut être finalement un bien qui est déjà lancé en commercialisation et en construction, parce que le promoteur a fait plusieurs pré-réservations et du coup, ils ont déjà pu commencer à poser les fondations. Donc, ça peut être un bien qui est en cours de construction. Donc, vous signez chez le notaire. Il ne se passe rien. Donc, imaginons sur 2023, il ne se passe rien la première année, il ne se passe rien la deuxième année. Et là, dans notre exemple, on a une livraison du bien en 2025. Quand le bien est livré, ça va être à ce moment-là que vous allez pouvoir dire que mon investissement Pinel commence. Et après, vous allez pouvoir le mettre en location. Donc, ce n'est pas l'entrée du locataire qui va déterminer que vous allez pouvoir avoir un impact sur votre fiscalité, c'est vraiment le moment où vous récupérez les clés de la part du promoteur. Vous récupérez le bien en 2025, vous faites rentrer le locataire, vous avez déjà les premiers loyers qui tombent. En 2026, quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous déclarez que vous avez fait un investissement Pinel et automatiquement, ça va prendre en compte sur les revenus 2025. L'impact fiscal va être mis. Et ça va se reproduire du coup 2025, etc., jusqu'à ce que vous décidiez soit d'arrêter dispositif Pinel, soit que finalement ça s'arrête naturellement parce que vous avez atteint les 12 ans si vous êtes allé au bout des 12 ans. Donc on voit l'impact fiscal, là pour notre exemple, on a gardé les mêmes chiffres. Sur 12 ans, on a un gain fiscal de 48 000 euros. Donc quand on a un niveau d'impôt qui commence à être significatif, on va dire au-delà de 4, 5, 6 000 euros d'impôt, on peut quasi gommer finalement cet impôt sur toute la durée de l'investissement. Alors, vient compléter le Pinel Plus. Le Pinel Plus, ça nous permet de conserver les avantages qui étaient pratiqués jusque-là, en 2022. Là, on est à 75% de l'investissement par an en défiscalisation. Sur les défiscalisations qui étaient en 2022, on avait 2% par an. On a juste quelques critères en plus à respecter. Donc ça, après, ça dépend aussi du promoteur. On a des critères de performance énergétique et de confort. Donc, il faut qu'on soit en RE 2020. Ça, c'est le premier critère. Et il faut aussi qu'on ait des surfaces minimum à respecter. Par exemple, un T2 qui serait à 43 mètres carrés ne serait pas éligible au dispositif Pinel Plus. Donc, je sais qu'il y a des promoteurs qui le font, qui réservent quelques biens au sein de leur programme qui peuvent être éligibles à ce dispositif-là. Mais voilà, ça reste, on va dire, notre petit bonus de défiscalisation via le Pinel, au moins sur 2023 et sur 2024, à voir si ça sera reconduit par la suite. Donc pour compléter le Pinel, ou plutôt pour venir faire d'autres types d'investissements, et là plutôt dans l'ancien, on a le dispositif de Normandie qui s'applique. Le dispositif de Normandie, ça nécessite de faire un investissement dans de l'ancien, donc des travaux d'amélioration ou un local qui va être transformé en logement.
pareil, il y a différents critères à respecter pour pouvoir être éligible à ce dispositif. Il faut que les travaux, déjà, ça soit réalisé par des professionnels, et il faut aussi que ça représente 25% du coût de l'opération. Avec donc, certains critères, donc 30% minimum de la performance énergétique, donc c'est-à-dire qu'on va prendre le DPE et on va essayer de voir quel type de travaux vont pouvoir améliorer le DPE et pouvoir nous faire, par exemple, passer de la lettre D à la lettre C, par exemple. On va avoir des types de travaux, c'est principalement sur la performance énergétique, qui sont isolation de la toiture, isolation des murs, isolation des parois vitrées, changement de chaudière et de la production d'eau chaude. Et on a finalement une fenêtre de tir pour pouvoir faire nos travaux. À partir du moment où on a décidé de faire un de Normandie, on achète le bien et il faut que ça soit, comme c'est marqué ici, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit l'acquisition du logement. Le fait d'aller investir dans de l'ancien et le déclarer en de Normandie, ça va vous donner droit à une réduction d'impôt qui ressemble finalement à celle du Pinel, qui ressemble plutôt à celle du Pinel sur les années précédentes. Donc on est finalement à 2% par an de réduction d'impôt. Donc là c'est pareil, c'est plus dans l'objectif d'avoir un investissement que vous allez garder dans votre patrimoine pendant quelques années et d'avoir un impact fiscal assez récurrent pendant au moins 6, 9 ou 12 ans sur votre fiscalité. Toutes les villes ne sont pas éligibles au programme de Normandie. Par exemple, Tours n'est pas éligible. Et si on veut aller chercher un peu dans la région, en fait, il y a un site sur le site du service public où il suffit de mettre le code postal pour voir si la ville est éligible. Chinon est éligible, Poitiers est éligible également, il me semble. Donc, voilà. Il suffit de chercher et il y a potentiellement des coûts à faire sur des biens qui peuvent être dégradés, qui nécessitent des investissements importants de réhabilitation et de transformation. Voilà, on peut avoir un petit coup de pouce en termes de défiscalisation quand on va investir dans ces zones. Voilà. Après, vous pouvez le voir, le dispositif il se cumule avec différentes choses. Donc, il y a toujours l'éco-prêt à taux zéro. Il y a les TVA réduites quand vous faites également des travaux d'amélioration et surtout des travaux d'amélioration de performance énergétique. Le dernier dispositif, alors c'est la loi POS qui a été modifiée. Ça, c'était plutôt l'explication qui était valable jusqu'à l'année dernière. La loi POS a été modifiée pour devenir, je vais passer directement sur la page suivante, c'est devenu LOC Avantage. Alors, loi POS, on est davantage axé sur du social. On est davantage axé sur du social. Vous allez avoir un conventionnement qui est réalisé par l'ANA. Vous avez des plafonds de locataires, de ressources des locataires à respecter. Alors là, on n'est pas sur les mêmes plafonds que ce qui est pratiqué par le Pinel. Mais, encore une fois, je n'ai pas le chiffre exact, mais on doit être aux alentours de 21 000 22 000 euros de revenus à l'année, contrairement au Pinel, où tout à l'heure, je vous disais, on était aux alentours des 38 000 euros de revenus à l'année. Donc, on est un peu plus sur des logements sociaux et vous avez également un engagement de plafonnement des loyers à respecter. Et plus vous allez mettre des loyers bas, plus vous allez avoir droit à avoir une décote sur les revenus fonciers que vous allez déclarer. Évidemment, plus vous faites de social, moins ça va vous coûter d'impôt. Ça, c'est pareil, ça peut être un moyen dans certaines zones d'aller participer au développement social de la ville avec tout en restant finalement d'un point de vue investisseur, avec un avantage quand même de pouvoir pratiquer des loyers bas et de pouvoir intégrer des gens qui peuvent avoir des difficultés de trouver des logements autrement. Comme je vous disais, après les dispositifs, il y a la cerise qui arrive. En tant qu'investisseur, quand on investit dans du Pinel, on investit dans du de Normandie ou d'autres types d'investissements immobiliers, forcément, au bout d'un moment, on va se heurter à l'IFI. L'IFI va venir finalement calculer votre patrimoine immobilier et vous allez avoir un impôt à payer sur le volume de votre patrimoine immobilier. On a différents biens qui sont imposables. Résidence principale, bien évidemment. Alors, il y a une décote qui s'applique sur la résidence principale, mais ça joue sur la résidence secondaire, ça va jouer sur vos investissements locatifs. Ça va jouer également sur les investissements que vous pouvez faire via des placements financiers ou en direct, de la pierre papier, des SCPI ou des OPCI. Tout ça, ça va rentrer dans le calcul de l'IFI.
Il y a des biens qui vont être exonérés. Tout ce qui est lié à l'activité professionnelle est exonéré, que ce soit un cabinet, que ce soit des bâtiments qui sont utilisés à usage pro. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'IFI. Vous allez avoir également des investissements en bois et forêt, qui peuvent être des investissements également en termes de transmission qui peut être plutôt intéressant, mais là, en termes de patrimoine, ça vous permet de ne pas ajouter ça dans votre déclaration IFI. Ce qui va se passer, c'est qu'on va calculer votre montant de patrimoine immobilier, donc le patrimoine brut, et on va venir déduire tout ce qu'il y a à déduire. Si vous avez des prêts, on va venir déduire le montant des prêts, on va venir déduire également la fameuse décote sur la résidence principale, les dépenses que vous avez pu faire, les dépenses de réparation et d'entretien, des dépenses d'amélioration, d'agrandissement, voilà, et les différents emprunts, donc que ce soit des emprunts, des prêts familiaux ou des prêts infinis. Ça va permettre de calculer la base taxable. Donc, la base taxable, comme on le voit là sur l'image, c'est marqué l'IFI, c'est si votre patrimoine dépasse 1,3 million. Si on dépasse 1,3 million, il y a un mécanisme de retour en arrière. Finalement, on va venir commencer à calculer de l'impôt à partir de 800 000 euros de patrimoine immobilier. De 0 à 800 000, on ne va pas être imposé, mais la partie comprise entre 800 000 et 1,3 million, on va être imposé à 0,5%. Et après, en fonction des plafonds, on a le niveau d'imposition qui augmente au fur et à mesure. Alors, ça peut être assez... il y a une petite décote, c'est un petit cadeau qui nous est donné si jamais on dépasse légèrement ce fameux seuil des 1,3 million pour être imposé. Il y a une décote qui s'applique, alors vous avez la formule de calcul qui est là, 17 500 moins 1,25, c'est 1,25% du patrimoine net taxable. Ça permet d'avoir, on va diminuer, peut-être gagner, j'ai fait des simulations tout à l'heure, peut-être gagner sur le montant d'impôt qui est calculé, je pourrais peut-être 30 ou 40% de l'impôt qu'on aurait dû à payer, mais vraiment que si on est entre ce fameux 1,3 million et ce 1,4 million. Et tout le reste, après, forcément, ça suit les barèmes, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est la question.